Votre invité à présent dans la grande interview, c'est l'économiste David Kaila, maître de conférence à l'Université d'Angers et membre des économistes atterrés. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, ça va à peu près, hein, pour moi en tout cas. C'est intéressant ce qu'on a raconté avant. Je ne sais pas si vous avez écouté sur Musk qui veut racheter OpenAI, hein. Oui, oui, bien sûr, j'ai envie de dire, c'est passionnant. L'intelligence artificielle, c'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup de cadres bien formés. Et la question, c'est est-ce que les États sont préparés à investir dans cette technologie et dans la formation des ingénieurs qui vont la construire et des utilisateurs d'ailleurs qui vont l'utiliser? Ça, c'est une autre question. Bon, plus proche de nous et au quotidien, j'ai eu beaucoup d'économistes sur ce plateau qui m'ont dit oui, l'activité est au point mort en France, tant qu'on n'ira pas plus clair. Bon, on a enfin un budget, un gouvernement qui semble stable, en tout cas au moment où on se parle. Est-ce qu'enfin l'activité, selon vous, va redémarrer maintenant qu'on y voit un peu plus clair? Je ne suis pas sûr en réalité parce que le budget, c'est un budget de baisse des dépenses de l'État. Alors, il faut bien comprendre ici pour les téléspectateurs qui nous regardent, le budget, les dépenses publiques, c'est deux choses. C'est les dépenses sociales, les dépenses des collectivités territoriales et les dépenses de l'État. Les services publics, c'est essentiellement de l'État, les collectivités territoriales. Le budget de la sécurité sociale, c'est les retraites, la santé, etc. Le souci qu'on a, c'est que on veut baisser les dépenses publiques en général et l'essentiel de l'effort, en réalité, il est fait sur les dépenses de l'État, c'est-à-dire sur les services publics. Ce qui veut dire que les politiques publiques, eh bien, se voient en 2025 avec un budget inférieur à celui qu'il était en On parle 2024. de Hein. l'État Je veux parce dire inférieur. on parle de l'État parce qu'au global, les dépenses publiques, au global, État, collectivité et Sécu, enfin, et santé, au total, vont augmenter en 2025 par rapport à 2024. Elles De quoi c'est augmentent parce 20, 30, qu'on 40 a milliards? J'ai plus de chiffres en augmenté. tête. 30, 40 milliards Oui, d'euros. oui, elles augmentent essentiellement parce qu'on a augmenté les retraites, mais les dépenses de l'État, c'est-à-dire des services publics, c'est-à-dire des politiques publiques, elles vont baisser, et pas simplement en volume, elles vont baisser aussi en net. C'est-à-dire que si on devait reconduire le budget 2024, eh bien, il aurait fallu avoir un budget de 501 milliards pour l'État, eh bien, on va avoir que 484 milliards. Et dans ces 484 milliards, eh bien, il y a aussi les dépenses incompressibles des fonctionnaires, de la dette, etc. Donc le souci qu'on a, c'est que, par exemple, travail et emploi, ça baisse par rapport à 2024 de 15%, l'enseignement supérieur et la recherche, ça baisse de 8%, l'écologie de 10%, les subventions aux entreprises publiques, hein, comme la SNCF, etc., vont elles aussi baisser. Voilà, donc Mais au final, David on a. Kella, au final, je crois, je parle sous votre contrôle, c'est 10 milliards d'euros au global, je crois, la baisse des dépenses au niveau de l'État. Euh, voilà, C'est 10 milliards. mais, non, Si mais, on sur, voilà, rajoute, non, mais sur 1600 milliards de dépenses publiques, une baisse de 10 milliards, est-ce que c'est vraiment... écoutez, une université, c'est 200 millions de budget. C'est-à-dire qu'on va baisser le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche de 1,5 milliard. Combien ça veut dire? L'université d'Angers, par exemple, c'est 144 millions de dotations. Ça fait à peu près 10 dotations d'universités publiques qu'on a baissées. Donc, en fait, évidemment, quand on prend les chiffres en gros comme ça et qu'on met toutes les politiques publiques, y compris d'ailleurs les aides aux entreprises, etc., et que on regarde ensuite ce qui se passe, malheureusement, ça correspond à des baisses de budget très importantes. Nous, on va concrètement devoir fermer des masters et ça va être le cas de toutes les universités. Donc, ça veut dire, c'est pour ça que je parlais des gens formés. Si vous voulez avoir des ingénieurs, il va falloir avoir des étudiants en master. Et malheureusement, on va avoir moins de places en master à la rentrée prochaine parce que beaucoup d'universités vont devoir fermer des places en master. Hmm. Après, le gouvernement avait promis un effort de 50 milliards d'euros. On avait François Ecal, vous connaissez, le directeur de FIPECO, expert en finances publiques, qui disait qu'au final, l'effort au global n'était pas de 50 milliards, mais de 27, dont 20 de hausse d'impôts et 7 milliards de mémoire de baisse des dépenses, enfin d'économie sur la dépense publique. Le problème, c'est que tout l'effort repose sur les services publics et De aucun l'État, de effort, en l'État, de réalité, n'est l'État. fait pour les retraites. Oui, globalement, les services publics, c'est essentiellement l'État et les collectivités territoriales. Mais les sénateurs ont bien protégé hein, les dotations aux collectivités territoriales. Donc, en fait, c'est l'État qui fait quasiment tous les efforts. Et l'État, je rappelle, c'est la police, la justice, l'armée, l'éducation, Le l'enseignement régalien a supérieur, la été, recherche, etc. ouais, le régalien a été sanctuarisé quand même. Voilà, donc du coup, on se retrouve avec l'enseignement qui a aussi été en partie protégé, enfin que en partie, parce que beaucoup de budgets sont aussi supprimés, mais l'enseignement supérieur, la recherche, la politique industrielle, tout ça fait les frais de ces mesures d'austérité. Et je pense pas que ça soit un budget d'avenir en réalité. Donc c'est une faute politique, de politique économique pour vous?
en tout cas, ça ne va pas relancer l'activité parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est confronté, parce que si on reprend la question des entreprises, les entreprises, elles produisent pour répondre à une demande. Or, aujourd'hui, on a deux éléments de la demande qui sont en panne. La consommation des ménages, hein, qui a beaucoup baissé, d'ailleurs qui explique les baisses de recettes de la TVA l'année dernière, et les dépenses publiques. Parce qu'il faut comprendre que à chaque fois que l'État dépense de l'argent, ça contribue aux recettes des entreprises. C'est pas de l'argent qui disparaît au fin fond de je ne sais quel trou noir. Donc là, on a un souci, c'est qu'on va baisser à la fois la dépense publique et qu'il n'est pas du tout certain que les consommations des ménages reprennent en situation de crise. Alors, cette crise économique, c'est pas que la France, hein. L'Allemagne est en récession depuis 2 ans. Donc ça veut Mais nous, dire on n'est pas en qu'à crise l'échelle économique. David Kayla, on n'est pas en crise économique. On a fait 1% de croissance l'année dernière, on fera sûrement 0,7 cette année. On n'est même pas en crise économique. 0,7, c'est ce qu'on disait avant le budget. Le dernier trimestre 2024, c'est une récession. Enfin, il y a une baisse de Hmm. l'activité économique. L'Allemagne est en récession. Il n'est pas du tout certain qu'on ait les 0,7% prévus, notamment parce que l'effet d'un budget d'austérité va être, enfin, vous parlez de 10 milliards de baisse de dépenses publiques, c'est 10 milliards de recettes en moins pour les entreprises. Donc, ça ne va pas participer à Pourquoi l'emploi. c'est 10 On a milliards une hausse de recettes en moins pour les entreprises quand l'État fait des économies? Parce que les dépenses de l'État vont toutes alimenter les recettes des entreprises. Que ce soit les dépenses de fonctionnaires, par exemple. Vous arrêtez de recruter des gens. Mais les gens, les fonctionnaires, c'est bien des personnes qui vont avoir des revenus et donc ils vont les Ah, qui vont dépenser. les Et consommer. l'essentiel des D'accord. dépenses des fonctionnaires, elles vont bien nourrir la recette des entreprises. Et c'est vrai pour tout, parce que tant qu'on baisse aussi les dépenses d'investissement, voilà, on va aussi baisser les recettes des entreprises. Alors comment est-ce qu'il fallait faire? Parce que le sujet, c'est quoi? C'est une dette qui ne fait qu'augmenter, dette publique française. Aujourd'hui, ça se passe bien sur les marchés. D'ailleurs, on a toujours expliqué qu'il n'y avait pas de drame et que la dette française était toujours recherchée par les investisseurs internationaux Hein. et français. Mais bon, on sait que voilà, on est à 6% de déficit public, l'objectif c'est 5,4. Si on veut stabiliser la dette, il faut être, je parle sous votre contrôle, je crois autour de 3% de déficit public. On voit la marche, on voit 3 points de PIB, c'est Ouais. 80 milliards quoi, d'économies à faire, ou d'efforts, pas d'économies, ou d'efforts. Comment est-ce qu'on fait quand on est un pays qui est déjà champion du monde des prélèvements obligatoires? Bien, alors en fait, la réalité, c'est qu'on a baissé les prélèvements obligatoires depuis 2017. Les prélèvements obligatoires ont baissé de 2 points de PIB. Et comme effectivement, alors on n'a pas fait, entre guillemets, de véritable baisse des dépenses publiques, à part ce budget-là, hein, qui est la première fois où vraiment là, en volume, les dépenses publiques vont, et les dépenses de l'État, pardon, vont baisser. Donc du coup, on se retrouve avec un déficit qui est en plus, hein, par rapport au déficit de 2017, qui est de 70 milliards. En fait, c'est 70 milliards, c'est 70 milliards de recettes en moins. Je rappelle la suppression de la taxe d'habitation, la baisse d'un certain nombre d'impôts de production, la suppression, la transformation de l'impôt sur la fortune en IFI. Tous ces choix sont des choix Notre assumés déficit aujourd'hui, le par... creusement du déficit vient du manque, vient des baisses d'impôts qui nous ont coupé bien donc de sûr. recettes fiscales. En même temps, Éric Lombard, pas n'importe qui, c'est le ministre de l'économie, dit les 2 tiers de notre écart de déficit avec la moyenne de l'UE vient de la retraite et de la santé. Et donc pas de l'État, justement. Si on veut effectivement baisser les Oui, dépenses mais de on touche retraite, pas à la il faut retraite, on touche pas baisser à la santé. les Donc, retraites, les retraites des personnes retraitées. Ça, c'est un débat politique. Moi, je pense à un débat qui n'est pas illégitime. Quand on voit que le gel de la fonction publique, enfin l'indice de la fonction publique est gelé depuis maintenant quasiment 15 ans, ça veut dire que les travailleurs, on voit leurs revenus quasiment pas augmenter du tout d'une année sur l'autre et que de fait, on contribue pour éviter les baisses du pouvoir d'achat, on ajuste les retraites à l'inflation. Je pense qu'on peut se poser la question. Mais c'est une question, malheureusement, enfin, j'ai envie de dire, qui est tabou aujourd'hui. Le fait d'avoir voté la censure a fait que on a empêché l'absence de revalorisation des retraites. Donc, du coup, on se retrouve à faire des économies essentiellement sur l'État. et sur la santé, on fait quoi? La santé, les comptes sont en déficit de 23 milliards d'euros. Si on ne touche pas aux Et retraites et que l'État a déjà on a une été... population qui vieillit, on a une population qui vieillit, les dépenses de santé augmentent, elles augmentent à cause du vieillissement de la population, elles augmentent à cause du fait que les médicaments et les systèmes de soins sont plus compliqués, plus chers, plus technologiques. Et donc là aussi, il faut qu'on sache, faut qu'on sache. Soit on considère que la santé, il faut augmenter les dépenses en fonction des besoins, soit on considère qu'on peut pas le faire. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait, ce que le gouvernement essaie de faire? Il essaie de basculer une partie des dépenses sur les mutuelles. Mais le problème, c'est que ces mutuelles, eh bien, elles vont aussi prélever
Bah oui. des revenus aux ménages, puisqu'on Alors va comment on falloir couper fait, des David Kayla, dépenses. comment on fait pour stabiliser? Est-ce qu'il est souhaitable d'ailleurs de stabiliser la dette? Et si oui, comment est-ce qu'on s'y prend quand on voit que l'effort global est de 3 points de PIB de 80 milliards? Alors, il est souhaitable de stabiliser la dette publique en proportion du PIB. C'est-à-dire qu'on peut aussi jouer quand même sur le dénominateur, c'est-à-dire avoir des politiques de relance, hein, une politique qui permet d'augmenter le PIB. Oui, mais Évidemment, quand pour on ça, on a creuse le 5 à déficit. 6%, Pour ça creuse le oui, quand déficit. on a 5 à 6% de déficit public, ça pose des problèmes. Néanmoins, je vous signale quand même que les États-Unis ont des déficits publics Oui, de 6 à 7% et que personne ne les embête. mais ils ont le Donc, dollar. oui, d'accord, mais nous, on a l'euro, j'ai envie de dire. On n'a aucun problème aujourd'hui pour emprunter. Mais cela dit, ça pose une vraie question. Je veux dire, il ne faut pas non plus dire on peut avoir des déficits de 6% comme ça tout le temps, parce que de fait, il y a un effet boule de neige qui est possible de se faire. Mais après, il faut choisir. Qu'est-ce qu'on veut prioriser? Quel type de prélèvement on fait? Parce que la réalité, je vous dis, c'est que la hausse du déficit, elle est essentiellement liée à la baisse d'un certain nombre d'impôts. Donc c'est un choix politique, on est d'accord. Mais si on baisse les impôts et qu'on ne baisse pas les dépenses, ou alors qu'on fait des coups de rabot qui sont des non-choix politiques en réalité. En réalité. Parce que qui a décidé qu'il fallait baisser les subventions aux universités ou baisser la politique de l'emploi? En fait, ça n'a pas été débattu, c'est passé par 49.3 et ça pose des problèmes pour l'avenir. Donc il faut quand même qu'on puisse décider. Est-ce que l'État doit se retirer d'un certain nombre d'activités? Ça, c'est Est-ce pas dans le qu'on, débat ou alors public. est-ce qu'on assume d'augmenter les recettes pour Ouais. financer ces activités? La, Voilà, di- c'est aussi simple que ça. ouais, la dimension ou le redimensionnement de l'action de l'État ou de la sphère publique, c'est un sujet qui n'est pas dans le débat public, ça, aujourd'hui, hein. Oui, mais donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des coups On de fait du rabot rabot. et on empêche les services publics de fonctionner. Parce que le problème des coups de rabot, c'est que on ne donne pas les moyens aux agents de faire ce qu'ils sont censés faire. Moi, par exemple, mon labo m'a dit, bah, écoutez, maintenant, il faut arrêter de faire des conférences aux États-Unis. Mais bon, la recherche en économie, elle se fait en grande partie aux États-Unis. Donc, si on peut plus aller aux États-Unis pour faire notre recherche, comment fait-on? Enfin, je veux dire, c'est des questions très concrètes. Si on ferme des masters, comment fait-on pour donner une poursuite d'études aux étudiants en licence? Alors, on peut dire, eh bien, dans ce cas-là, on supprime l'accès à un certain nombre d'étudiants à l'université. Mais dans ce cas-là, qu'on l'assume, qu'on dise clairement, bah, écoutez, on va réduire les places après le bac et on va faire en sorte que les universités ont moins d'étudiants. Combien Si il y c'est a un en choix moins? politique, on passe. Redites-moi le chiffre, combien en moins d'argent pour les universités? C'est 1,5 milliard en moins. C'est Hmm. 8% de baisse. Alors, pas uniquement les universités, l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais vous avez vu qu'aussi au CNRS, il y a eu des mouvements parce qu'ils ont décidé, enfin, une décision qui a été prise qui finalement ne va pas être prise, de concentrer les faibles moyens sur certains labos et donc d'abandonner d'autres centres de labos de recherche. Pour rendre plus efficiente la dépense publique, la CPME, que vous connaissez, propose de s'inspirer d'Elon Musk en créant une commission entrepreneur. Idiot ou pas idiot de faire appel à des entrepreneurs, des chefs d'entreprise pour faire des économies dans la sphère publique? Moi, je trouve ça intéressant que on ait cette idée de gérer la sphère publique, la dépense publique, un peu comme le font les entreprises. Et là, si les chefs d'entreprise venaient dans l'hôpital ou venaient dans la dépense publique, ils verraient qu'ils ont un énorme problème. C'est-à-dire que eux, ils peuvent décider de leur prix, ils peuvent décider d'une partie de leurs recettes, mais l'État, lui, pose à des contraintes de recettes très importantes. Et donc, de ce fait, en fait, l'équation qu'on demande de faire, elle est quasiment impossible. Et donc le souci, en fait, c'est pas une question de baisser les dépenses. Le souci, encore une fois, c'est de faire des choix de politique économique. À quoi sert l'État? Quelles sont ses missions? Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que si on dit on va baisser tous les budgets de 10%, eh bien, vous allez voir que la justice, la police, l'éducation, etc., tout ça ne va plus fonctionner. Donc, il faut à un moment que le politique intervienne. C'est pas une question managériale, c'est pas une question uniquement budgétaire, c'est une question Hmm. essentiellement politique. Donc revoir le périmètre de l'État. C'est ça le sujet. Soit on augmente les recettes fiscales pour que les agents et les politiques puissent être menés à bien, Mais qu'est-ce qu'on peut soit augmenter? on Vous décide, augmentez quoi, David Kayla? Parce qu'encore une fois, bah, quand on par prend exemple, on peut tout impôt à par fait impôt, rétablir. on sait qu'on est Ah, mais toujours dans le on haut peut du tout à panier, fait hein. rétablir l'impôt sur la fortune. Toutes les études montrent qu'il n'a pas augmenté Oui, l'investissement. mais c'est De la même quelques, façon, ouais, mais c'est quelques milliards. la taxe forfaitaire Ouais, mais c'est quelques unique n'a pas. milliards. C'est 5 milliards, en effet. Et donc 5 milliards en plus pour financer l'université, ça résout tous nos problèmes pour nous, par exemple. Hmm. C'est pas ridicule, hein, 5 milliards. Non, bien sûr, par rapport à Euh, l'ensemble, quand on regarde la big picture avec 150 milliards de déficit, 5 milliards, c'est un tout petit bout du chemin qui est fait. mais moi, je vous ai donné un exemple, mais Ouais. on peut en trouver d'autres. Et après, on peut aussi décider de supprimer certaines politiques publiques. On a énormément de subventions aux entreprises.
on peut aussi se poser la question. Par exemple, dans le budget de la recherche, on a le crédit, le crédit impôt recherche, qui coûte 6 milliards à peu près, un peu comme ça. Est-ce que véritablement les entreprises, ça les incite à recruter des chercheurs, à mener des politiques de recherche? C'est pas certain. Donc là, peut-être qu'il y a des dépenses publiques qui pourraient être supprimées. Mais On- ça serait des dépenses publiques au service des entreprises. Et les entreprises, évidemment, elles ne veulent pas qu'on supprime ce type de dépenses publiques, hein. Mais donc voilà, donc c'est des choix politiques à chaque fois. Le ministre de l'économie, Eric Lombard, qui s'interroge sur le caractère indispensable d'un remboursement à 100% des dépenses de santé pour ceux qui disposent de revenus supérieurs à la moyenne. Ça serait une révolution, ça. On serait plus ou moins bien remboursé, ou moins bien remboursé, quand on est plus aisé. Ça serait Ça une change le révolution. modèle. Et, Ah. moi, je pense on peut pas faire ça sans débat public. Est-ce que la sécurité sociale est universelle ou est-ce que c'est un filet de protection pour les personnes qui ont moins Et d'argent? vous en pensez quoi, Mais la vous? question qui se pose derrière, c'est et si on taxe davantage les plus riches, est-ce que peut on garder la sécurité sociale universelle? Dans les deux cas, ça change rien pour les personnes plus riches. C'est-à-dire que soit elles sont moins remboursées, soit elles sont taxées en plus. Mais c'est pas du tout la même philosophie. Hmm. Ça aussi, c'est un débat. En fin de compte, ça revient au même, mais c'est pas du tout, c'est pas la même logique derrière. C'est pas la même poche. On avait l'économiste Thomas Porcher, que vous connaissez, qui était là la semaine dernière dans l'émission, qui nous disait qu'il y a la question de la dette publique, mais c'est surtout pour lui, quand on dit qu'il y a trop de dette publique, il y a trop de dettes privées. Il y a trop de dettes au total, sous-entendu, c'était il y a trop de dettes Mm. privées. Vous en pensez quoi? Moi, je suis pas sûr qu'il y ait trop de dettes en total, d'abord, premièrement. D'abord parce que la dette des uns, c'est la créance des autres. C'est-à-dire que quand vous épargnez de l'argent, vous les laissez sur votre compte en banque et la banque sur laquelle vous avez votre compte, eh bien, va chercher à placer cet argent. Et donc, pour qu'elle puisse placer cet argent, il faut bien qu'il y ait des emprunteurs, donc de la dette. Par contre, là où Thomas Porcher a parfaitement raison, c'est qu'en général, les crises financières, elles viennent plutôt des dettes privées. C'est ce qu'on a vu avec la crise des subprimes. Et trop de dettes privées avec une économie qui n'est plus en croissance, ça peut entraîner des crises financières compliquées qui vont ensuite nécessiter de nouvelles dépenses publiques, comme on l'a vu en 2008. Ça, évidemment, c'est un problème. Bon, merci en tout cas, merci pour cet entretien avec vous, David Kayla, maître de conférence à l'Université d'Angers et membre des économistes atterrés, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci de m'avoir invité. Au Au revoir. revoir.